On m'a viré pour avoir dit non à mon patron. 3 mois plus tard, je rachetais son entreprise. Pendant 11 ans, j'ai été la colonne vertébrale de Composants Alpins. Directrice financière, méthodique, précise. Mon univers se résumait à 3 écrans, des tableurs et une discipline de fer qui avait sauvé la boîte de la faillite plus d'une fois. Je vivais pour mon travail, discrète et efficace. Antoine de Courcy, le PDG qui avait hérité de son poste, a pris ma loyauté pour une invitation. Les dîners stratégiques, les messages tardifs, j'esquivais tout avec une froideur polie. Je pensais que la frontière était claire. Le déclic n'a pas été une de ses avances, mais sa réaction à mon dernier refus. C'était un refus net, professionnel, sans aucune ambiguïté. Le lendemain, il est passé devant mon bureau, sans un regard pour moi, et a glissé à son directeur adjoint. Il faut croire que certaines personnes oublient vite qui signe leur chèque. Un froid glacial a rempli mon bureau. Sans moi, ce n'était pas de la colère, c'était un constat. J'ai compris que ma compétence ne comptait pas. Je n'étais pas une alliée, mais un actif qu'il pensait posséder. Et cet actif venait de lui dire non. L'équation était terminée. La normalité en devenue une arme. En public, Antoine m'ignorait, me croisant dans les couloirs comme si j'étais un meuble. Mais ma boîte mail, elle, ne désemplissait pas. Des exigences de rapport à 18 heures pour le lendemain matin. Des analyses de rentabilité pour des projets fantômes qui ne verraient jamais le jour. Il me souriait en réunion, me tendant des dossiers complexes avec une phrase empoisonnée. Personne ne connaît mieux les chiffres que vous, Adrienne. Votre dévouement est notre plus grand atout. Chaque mot était une pelle creusant ma tombe professionnelle. Il m'a chargé de monter un modèle financier complet pour une prétendue acquisition stratégique. Un travail de titan qui demandait une connaissance intime de chaque contrat, chaque fournisseur, chaque ligne de production. Il drainait 11 ans de mon savoir, de mes contacts, de mes stratégies, tout ce qui faisait de moi la mémoire vivante de cette entreprise. Mon bureau est devenu une prison de verre, un bocal où l'on m'observait m'épuiser. Je travaillais 14 heures par jour, le week-end inclus, sous le poids de son silence glacial. Pendant ce temps, je le voyais. Les portes fermées, les messes basses avec son directeur adjoint, un homme dont l'ambition dépassait de loin le courage. Il jetait des coups d'œil furtifs vers mon bureau. Je n'entendais pas les mots, mais je comprenais parfaitement la conversation. Ils attendirent que je termine, que je leur livre la dernière pièce de mon intelligence, la clé de voûte de leur plan, l'arme qu'ils utiliseraient pour me supprimer. Je n'ai pas cédé à la panique. J'ai continué à taper sur mon clavier, à compiler les données, à perfectionner les projections avec une froideur chirurgicale. Chaque soir, avant d'éteindre un à un mes 3 moniteurs, je lançais la synchronisation. Pas sur le serveur de l'entreprise, mais vers mon cloud personnel hautement crypté. Chaque rapport, chaque modèle, chaque email était dupliqué. Ce n'était plus du travail, c'était ma police d'assurance. Le jour de la présentation est arrivé. Nous étions 3 dans la grande salle du conseil, une table immense pour un si petit comité d'exécution. Mon plan s'affichait sur l'écran, net, précis, des chiffres clairs, des projections impeccables, le fruit de mes nuits blanches, condensé en 20 diapositives. Antoine a hoché la tête, le sourire d'un prédateur qui sent la victoire proche. Excellent travail, Adrienne. Vraiment, la preuve d'un dévouement total à cette maison. Il a marqué une pause, son regard se faisant plus dur en s'arrêtant sur moi. Ce plan nous montre exactement où nous devons faire des sacrifices. Pour le bien de la famille, Composants Alpins, bien sûr. La famille. Ce mot sonnait comme une insulte dans sa bouche. Il venait de facturer à l'entreprise le renouvellement de sa flotte de voitures de luxe. Son adjoint, l'homme qui évitait mon regard depuis des semaines, a alors pris la parole d'une voix mielleuse. Certains postes, même stratégiques, deviendront inévitablement redondants. C'est une décision douloureuse, mais nécessaire pour assurer notre avenir et protéger l'emploi du plus grand nombre. Il parlait de moi, ouvertement, mais sans jamais prononcer mon nom. Ils utilisaient mon intelligence pour justifier ma propre fin, pour faire passer leur trahison pour une décision de gestionnaire responsable. J'ai regardé les chiffres à l'écran, les marges bénéficiaires que j'avais personnellement redressées, le carnet de commandes que j'avais aidé à sécuriser. Leur discours sur le sacrifice était un mensonge, une fiction destinée à couvrir
leur incompétence et à financer leur train de vie. Je n'ai pas scié, j'ai simplement hoché la tête, lentement, en les regardant droit dans les yeux. Ils ont pris mon silence pour de la soumission, ma fixité pour de la peur. Ils n'ont pas vu le déclic dans mon esprit. Ils n'ont pas compris qu'à cet instant, je ne voyais plus un plan de restructuration. Je voyais le business plan de ma future acquisition. Et je savais exactement combien valait chaque centime de cette boîte. Et c'est ici que je vous demande de vous abonner, parce que ce que j'ai fait ensuite était légalement irréprochable et moralement dévastateur. Dites-moi dans les commentaires depuis où vous m'écoutez. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas seule dans cette histoire. Ils sont partis, laissant derrière eux l'odeur de leur eau de Cologne, bon marché et de leur suffisance. La porte de la salle du conseil s'est refermée avec un bruit sourd, me laissant seule face à la pile de documents qu'ils avaient posés sur la table. Mon accord de départ. Ma sentence rédigée sur un papier à en-tête de l'entreprise que j'avais sauvée de la noyade. Leur voix résonnait encore entre les murs de verre. Pour le bien de la famille. Une décision douloureuse mais nécessaire. Des mots vides, des formules creuses pour habiller leur trahison d'un costume de respectabilité. Pendant des années, j'avais été la bonne Adrienne, la bonne élève, la bonne soldate, celle qui ne comptait pas ses heures et qui anticipait les problèmes avant même qu'ils n'existent. J'avais cru que ma compétence était une armure. J'ai compris ce jour-là qu'elle avait été la permission qu'ils s'étaient donnée pour me piétiner. Ma fiabilité était devenue leur outil. J'ai pris le stylo, un simple stylo à bille noire. Il semblait peser 1 tonne dans ma main. Une part de moi, la part conditionnée par 11 ans de loyauté, voulait juste signer, partir, disparaître, accepter la défaite et me reconstruire ailleurs, loin de leur toxicité. C'est ce qu'ils attendaient, c'est ce que n'importe quelle personne raisonnable aurait fait. Ma main a tremblé 1 seconde, et puis une image m'est revenue. Antoine, il y a 6 mois, lors d'un déjeuner avec un fournisseur important. J'avais corrigé une erreur de calcul dans sa présentation, discrètement, sur un coin de nappe. Il m'avait souri un sourire carnassier et avait lancé à la cantonade « Adrienne, c'est notre calculatrice de luxe. Elle ne parle pas beaucoup, mais elle compte bien. » L'humiliation, publique, masquée sous le sceau de la plaisanterie. Ce n'était pas la compétence qu'il respectait, c'était le silence qui l'accompagnait. Le tremblement a cessé. Un froid glacial, plus intense que celui des sommets alpins, a envahi chaque parcelle de mon être. Ce n'était plus de la colère, c'était une clarté absolue. J'ai posé la pointe du stylo sur le papier. J'ai signé le reçu pour les documents, rien de plus. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Le silence de la pièce était total, seulement brisé par le cliquetis de mes doigts sur le clavier. Un email est parti vers l'adresse cryptée de Maître Dubois, mon futur avocat. Objet, police d'assurance. En pièce jointe, 11 ans de ma vie professionnelle. Chaque rapport, chaque audit, chaque email compromettant, chaque note de frais exorbitante d'Antoine. Tout était là, parfaitement classé. Un second email pour mon père. Papa, il me demande de signer. Je ne le ferai pas. C'est le moment. J'ai besoin de toi. J'ai fermé l'ordinateur. Le clic a sonné comme un coup de feu dans la pièce vide. J'ai éteint les lumières, une par une. En quittant le bâtiment, je n'ai pas regardé en arrière. Le silence dans ma voiture sur la route qui me ramenait chez moi n'était plus celui de la défaite. C'était le silence du chasseur à l'affût. Le point de non-retour était franchi. Il pensait m'avoir éliminé. Il venait de me libérer. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant le réveil. Un calme absolu régnait dans ma tête. Pas de brouillard, pas de tristesse, pas de colère, juste une clarté effrayante, comme le silence qui suit une avalanche. La peur avait disparu, laissant place à un sentiment nouveau, presque dérangeant. Le soulagement. Le poids de 11 ans de loyauté étouffante venait de se dissoudre. J'étais libre, libre de la nécessité de leur plaire, libre de leur jugement, libre de leur pouvoir insidieux. J'ai préparé mon café avec une lenteur délibérée, le goût amer et puissant me semblant parfaitement adapté à la situation. En arrivant au bureau,
Je les ai croisés près de la machine à café. Antoine et son ombre, le directeur adjoint. Ils m'ont gratifié d'un sourire condescendant, le sourire de celui qui croit avoir brisé une volonté. Antoine m'a même lancé un bonjour Adrienne, bien dormi? J'ai senti leur regard me suivre jusqu'à mon bureau, persuadé d'assister au dernier acte de ma soumission. Ils attendaient une femme abattue, prête à signer n'importe quoi, pour fuir l'humiliation. Ils n'ont pas vu la prédatrice qui venait de prendre sa place. Assise à mon poste, au milieu des chiffres qui avaient été ma vie, je n'étais plus leur employée. J'étais une analyste en mission de reconnaissance. Chaque email que j'ouvrais, chaque ligne de compte que je vérifiais n'était plus une tâche, c'était une collecte de renseignements. Le plan de mon père et de Maître Dubois était en marche. Silence et normalité, c'étaient mes seules instructions. Jouer le jeu jusqu'au bout. La routine est devenue mon camouflage. Je continuais à produire mes rapports, à répondre aux emails, à participer aux réunions avec une efficacité froide. Ma vie personnelle était un champ de mine. Mon mari, ignorant tout du cataclysme qui se préparait, parlait de nos prochaines vacances, des rénovations de la cuisine, des projets construits sur un salaire qui, dans son esprit, était une certitude. Chaque mot était une torsion dans mon ventre. Comment lui expliquer que notre avenir était en train de se jouer dans une partie de poker menteur dont il ne connaissait même pas les règles? Je le regardais, je hochais la tête, j'esquivais son regard pour ne pas qu'il y lise le triomphe glacial qui avait remplacé mon anxiété. Le plus dur a été un soir, lors d'un dîner d'entreprise auquel je m'étais forcée à assister. Antoine, un verre de trop à la main, a posé une main lourde sur l'épaule de son adjoint et a ri grassement. On se débarrasse du bois mort, on taille dans le gras, et bientôt on aura enfin la vie qu'on mérite. Il m'a jeté un regard en coin, un regard plein de mépris satisfait, certain que j'étais le bois mort en question. Je n'ai pas baissé les yeux. Je n'ai pas froncé les sourcils. J'ai levé mon verre, lentement, et j'ai souri. Un sourire vide, poli, indéchiffrable. Il a pris mon sourire pour une acceptation de mon sort, une dernière tentative pathétique de sauver les apparences. Il n'a pas compris que je ne souriais pas à sa blague. Je souriais à l'ironie dévastatrice de ses mots. Il parlait de la vie qu'il méritait, et moi, silencieusement, je la lui préparais. Le dîner de charité annuel de la chambre de commerce était l'épreuve du feu, le sommet de l'hypocrisie grenobloise, où les ennemis se serraient la main pour les photographes. Mon mari, Marc, m'avait convaincu de venir. Il faut montrer que tu es au-dessus de ça, Adrienne, que tu pars la tête haute. Il ne savait rien, il ne pouvait rien savoir. J'ai enfilé ma robe noire la plus simple, une armure de sobriété au milieu des paillettes. Antoine était là, bien sûr, rayonnant au centre de la pièce, un verre de champagne à la main, son rire gras résonnant plus fort que les autres. Il nous a vus, il s'est approché, un sourire prédateur aux lèvres. Adrienne, Marc, comme on se retrouve. Il a fait un signe de tête à mon mari avant de planter son regard dans le mien. J'espère que vous profitez de la soirée. J'ai justement demandé à mon avocat aujourd'hui si nous avions de vos nouvelles. Mon souffle s'est bloqué. Le monde autour de moi s'est mis en sourdine. Marc, dans son innocence, a posé une main protectrice sur mon dos. Elle a juste besoin d'un peu de temps. Antoine, 11 ans dans une boîte. Ça ne s'efface pas comme ça. Antoine n'a pas quitté mes yeux. Oh, je comprends, mais les affaires sont les affaires. Il ne faudrait pas que cette transition devienne litigieuse. Ce serait dommage pour tout le monde. Le mot était lâché. Litigieuse. Une menace à peine voilée lancée au milieu d'une foule. J'ai senti une goutte de sueur froide perler entre mes omoplates. Le plan était si fragile, un mot de travers, et tout s'effondrait. J'ai puisé au plus profond de moi pour trouver un sourire calme, presque ennuyé. Ne t'inquiète pas, Antoine. Antoine. Mon conseil examine simplement les documents, une simple formalité, pour que tout soit fait dans les règles de l'art. Le mot conseil a flotté entre nous, chargé d'un poids qu'il n'a pas su mesurer. Il a haussé un sourcil, surpris par mon aplomb. Il s'attendait à des larmes, à de la peur.
pas à un miroir de sa propre froideur. Il a bu une gorgée de champagne, m'a jaugé une dernière fois et s'est éloigné. Marc s'est penché vers moi soulagé. Tu vois, il fallait juste être ferme. Je n'ai pas répondu. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais d'une rage glaciale. Il venait de me menacer devant mon mari. Il venait de commettre une erreur de plus, une erreur que j'ai soigneusement ajoutée à la liste. Le lundi suivant, la tension était palpable. Chaque couloir, chaque bureau semblait être un territoire ennemi. Je vivais sur un fil. Le jour, j'étais la directrice financière sur le départ, bouclant ses dossiers avec un professionnalisme irréprochable. La nuit, je passais des heures en conférence téléphonique avec Maître Dubois et mon père, peaufinant la stratégie de rachat. Mon bureau était devenu une scène de théâtre. Mes 3 écrans affichaient des bilans et des projections pour composants alpins. Mais ma mallette, posée à côté de moi, contenait une copie papier du montage financier de notre holding familial, le plan d'attaque. Vers 16 heures, alors que j'étais au téléphone avec la banque pour un transfert de routine, Antoine a déboulé dans mon bureau sans frapper. Un classique. Adrienne, j'ai besoin des projections de cash flow sur 6 mois. Le conseil d'administration a une question. Il s'est approché, a posé une main sur mon bureau et s'est penché pour regarder mon écran. Son regard a balayé la table. Il a vu la mallette entr'ouverte, le coin d'une chemise cartonnée bleue, la couleur que Dubois utilisait pour tous ses dossiers importants, qui dépassaient. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai terminé mon appel d'une voix neutre. Je vous envoie ça tout de suite. Simultanément, avec une lenteur calculée, j'ai fait pivoter ma chaise, mon corps masquant la mallette, et j'ai ouvert le fichier qu'il demandait. Les voici. J'ai modélisé 2 scénarios, un optimiste et un prudent. Le prudent prend en compte un retard possible de notre fournisseur allemand. Je l'ai noyé sous les détails, sous ma compétence. C'était mon seul refuge, ma seule arme. Son attention a été détournée par les chiffres à l'écran, son terrain de prédilection où il était pourtant si faible. Il a froncé les sourcils, essayant de trouver une faille, un défaut. Pourquoi ce taux de change? A-t-il demandé, le doigt pointé sur une cellule. Pendant qu'il était absorbé, j'ai poussé doucement ma mallette avec mon pied, la refermant. Il est resté encore 1 minute, puis est parti, insatisfait mais sans munitions. La porte s'est refermée. Je suis restée immobile, les mains tremblantes. Il était passé à quelques centimètres de la vérité, et dans son arrogance, il n'avait rien vu. Une vague de puissance pure m'a submergée, balayant la peur. Le plaisir de le voir si aveugle, si certain de son pouvoir alors qu'il marchait sur une trappe que j'avais moi-même construite, était plus fort que tout. Ce n'était plus une question de survie, c'était un jeu, et je commençais à y prendre goût. La première fissure est apparue un mardi matin, une fissure numérique. J'étais en train de vérifier une dernière fois les clauses du pacte d'associés préparé par Dubois quand mon téléphone a vibré. Un message de Fabien, le chef comptable. Il n'arrive plus à se connecter au dossier Phoenix. Un simple constat, pas de point d'exclamation. Fabien était un homme de fait. Phoenix, c'était le nom de code que j'avais donné au modèle financier de l'acquisition, l'arme que j'avais construite pour eux, l'arme que j'avais retournée contre eux. J'avais changé les autorisations, la veille, depuis chez moi, en utilisant un accès de maintenance que j'avais moi-même mis en place des années auparavant. Un accès qu'ils avaient oublié. Moins de 5 minutes plus tard, Antoine était devant mon bureau. Il ne s'est pas annoncé. Il s'est juste planté là, les mains sur les hanches, le visage crispé par une contrariété qu'il tentait de masquer sous un air d'autorité. Adrienne, je n'arrive pas à ouvrir le dossier Phoenix. Le serveur refuse mon mot de passe. Il n'a pas dit bonjour. Sa voix était plate, mais chargée d'une tension palpable. Son regard me défiait de mentir. Il ne posait pas une question technique. Il me demandait « Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai levé les yeux de mon écran, lentement, sans laisser paraître la moindre émotion. J'ai pris 1 seconde pour le regarder, pour lui montrer que sa présence ne m'intimidait pas. C'est étrange, Antoine. J'ai entendu dire Kitty procéder à une migration de certains serveurs cette nuit. Il y a peut-être des latences. Tu as essayé de redémarrer? Mon cœur battait à une cadence infernale, mais ma voix était un lac gelé. J'ai utilisé son prénom. Un détail,
une façon de rétablir une forme d'égalité, de refuser la posture de l'employé fautive. Il n'a pas scié. Ne me parle pas, dit-il. Ce dossier est la priorité absolue. Je veux un accès et je le veux maintenant. Le je veux était sorti comme une balle. C'était son essence même. L'homme qui n'avait jamais eu à demander. J'ai haussé un sourcil, feignant la surprise. Je n'ai pas la main sur les accès administrateurs. Tu le sais bien. Mon mandat se termine. Appelle la maintenance. C'est la procédure. Je lui ai souri. Un sourire vide. Le sourire de la procédure. Il a compris que je ne céderais pas. Il a compris qu'un mur venait de se dresser entre lui et les chiffres. Un mur que j'avais construit. Il est reparti sans un mot, mais son silence hurlait. La panique commençait à s'installer. Il sentait le sol se dérober sous ses pieds, mais il ne voyait pas encore le gouffre. La guerre froide a duré 48 heures. 2 jours de silence électrique, de regards en coin et de portes qui claquent. Le mercredi, vers 17 heures, ils m'ont convoqué. Réunion de direction. La demande était sèche, sans ordre du jour. Dans la salle du conseil, la même que celle de mon licenciement, ils étaient 2, Antoine et son ombre. Ils n'ont pas attendu que je m'assoie. Ça suffit, Adrienne, a commencé Antoine, la voix blanche de rage contenue. On sait ce que tu essaies de faire, ces problèmes techniques, l'implication de ton avocat. Tu crois qu'on est stupide. Son adjoint a enchaîné, le ton mielleux, mais les yeux durs. Ta proposition de départ est sur la table, très généreuse. Ce serait dommage de la remettre en cause par des manœuvres dilatoires. Litigieuses. Ils avaient ressorti leur mot fétiche. Litigieux. Je suis restée debout, mon sac à la main, prête à partir. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Mon conseil s'assure que tout est fait dans les règles. C'est son travail. Je parlais d'une voix calme, presque détachée. Chaque mot était choisi pour être irréprochable, lisse comme une pierre. La frustration les rendait laids. Les règles? Tu te moques de nous? A explosé Antoine, frappant la table de la paume de sa main. C'est toi qui as bloqué les fichiers. Admets-le. C'est à ce moment précis que son téléphone, posé sur la table, a vibré. Il a jeté un œil à l'écran, et son visage s'est décomposé. Toute la couleur a quitté ses joues. Son regard a quitté le mien pour fixer l'écran de son téléphone. L'air hébété. J'ai reconnu la notification. Un email de sa banque privée. Je connaissais le format. Son adjoint, ne comprenant pas, a froncé les sourcils. Antoine a levé la tête vers moi. Son visage n'exprimait plus la colère, juste une incrédulité totale, horrifiée. Lefebvre père, c'est qui Lefebvre père? A-t-il murmuré, plus pour lui-même que pour moi, le nom de la holding de mon père, la structure que nous avions utilisée pour acheter discrètement les créances prioritaires de composants alpins auprès des banques. Je n'ai pas répondu, je l'ai simplement regardé, et pour la première fois, j'ai souri, un vrai sourire, lent, délibéré, glacial, le sourire d'une prédatrice qui n'a plus besoin de se cacher. Il a compris, dans ses yeux, j'ai vu la chute vertigineuse de l'homme qui avait tout, et qui venait de tout perdre. La tempête avait commencé, et il était en plein dedans. Mon téléphone n'arrête pas de vibrer sur le siège passager. Le nom d'Antoine s'affiche, encore et encore, puis celui de son avocat, puis celui de Marc, mon mari. Sûrement alerté, paniqué, je ne réponds pas, mes mains tremblent si fort que j'ai du mal à tenir le volant. Je suis garée à 2 rues du bureau, le moteur éteint. Dans le silence de la voiture, j'entends les échos de leurs voix, les cris, la panique qui doit régner dans la salle du conseil. L'odeur de leur défaite me parvient presque jusqu'ici. Je le revois, le visage d'Antoine se décomposant en lisant ce nom sur son téléphone. Lefebvre Père, le nom de mon père, le nom de notre victoire. J'ai gagné. Le plan a fonctionné, au-delà de toute espérance. Je devrais ressentir du triomphe, de la satisfaction. Mais ce que je sens, c'est un vide glacial qui me consume de l'intérieur. Le pouvoir a un goût de cendre. J'ai regardé cet homme qui m'a humilié pendant des années et je l'ai anéanti avec un sourire. J'ai utilisé son arrogance comme une arme pour le détruire. Et maintenant, je suis assise ici, dans le noir, seule avec ma victoire.
Et je me pose une seule question. Est-ce que c'est ça, la justice? J'ai franchi une ligne, je le sais. J'aurais pu partir avec mon chèque, me reconstruire ailleurs. Mais je suis restée, je me suis battue, j'ai tout repris. Dites-moi, vous qui m'écoutez, qu'auriez-vous fait à ma place? Est-ce que j'ai eu raison de les anéantir ou suis-je devenu le monstre que je combattais? Répondez-moi dans les commentaires. J'ai besoin de savoir. Parce que là, tout de suite, je ne sais plus.